Eh bien, on est maintenant à la partie où on va se mettre à regarder dans le détail les différentes sections. Évidemment, il y a deux sections qui sont très importantes, hein, la section de réaction qu'on voit ici, toute la section de mélange, où là, il y a un peu plus de choses à dire. Bon, les autres sections, le stockage et les soutirages, on va très peu en parler d'avance. Je vous dis d'avance que le système de soutirage, je n'en parlerai que très peu. Je vous en parle maintenant et après, je laisse faire. Pourquoi? Parce qu'il était relativement complexe, c'est pas vraiment utile, puis je juge pas que c'est porteur pour votre compréhension générale. Mais en gros, qu'est-ce que c'était? Ben, vous l'avais dit, hein, il y en avait un de chaque côté. Oh, OK, un de chaque côté comme ça. On soutirait côté gauche pendant une demi-heure et pendant qu'il se remplit d'éthylène et de polyéthylène. Pendant cette demi-heure-là, celui-là qui avait été rempli dans la demi-heure précédente, ben, était purgé. On rentrait de l'azote, puis on purgeait l'éthylène, on l'envoyait à la torche. Il y a d'ailleurs une perte globale, je pense, de 3%, hein, sur le réseau qui est toléré en éthylène. Donc, 3% de ce qui rentre est brûlé à la torche. Simplement, ben, évidemment, les dégazages en sont, à mon avis, les plus grands responsables. Et après, on passait de 325 PSI, faut pas, on l'a peut-être pas regardé en détail, mais le réacteur est très sous pression. On passait de 325 PSI, on ouvrait ça jusqu'à ce qu'on arrive à 325 PSI pendant la fameuse demi-heure, puis on refermait les vannes. Mais là, on est à 325 PSI, on peut pas dégazer l'atmosphère directement, donc souvent on allait dans une autre chambre de décompression qui permettait de soutirer des gaz ici, mais aussi d'équilibrer, vous le voyez, une ligne d'équilibrage des pressions, on pouvait équilibrer les pressions, les baisser un peu plus, et après rentrer l'azote qu'on voyait là et purger. Donc on rentre dans un premier, on équilibre la pression, hein, en faisant passer le produit de là à là, puis après on peut purger le produit, puis ainsi le faire passer là et le purger. Et on arrivait ici, presque à pression atmosphérique en bas de ce réacteur-là, alors qu'ici on était à 325. Et on cyclait un l'autre comme ça avec des vannes automatisées. J'arrête là-dessus les explications. Il n'y aura pas de questions à l'examen là-dessus, mais je voulais quand même que vous compreniez que c'est quelque chose qui était cyclique, complètement automatique, puis qui fonctionnait extrêmement bien. C'est des grosses vannes solénoïdes qui ouvraient, qui fermaient à convenance, là. Un cycle répété, si j'ai bonne mémoire, de 8 à 15 minutes pour être. C'est un peu loin dans mon esprit, mais c'est environ ça. Donc nous, on va se concentrer sur ces deux sections-là, maintenant que ceci est dit, réacteur et l'autre élément. Ici, on peut regarder ce que j'avais mis dans le PowerPoint brièvement, mais je vous en ai déjà parlé. Un minimum de 95, c'est vraiment un minimum. Ça a passé par une série, hein, d'éléments. Puis on a aussi eu des tours de distillation. On distillait au départ l'éthylène qui arrivait, on l'envoyait dans des tours, puis qui s'était traité dans une autre section. Donc un minimum de 95, mais généralement, hein, parce qu'ils avaient un approvisionnement assez stable avec les raffineries de l'Est. Alors, il réussissait à obtenir du 98 assez standard. Là. 95, c'était vraiment minimum. Autrement, la réaction, pour vous donner des chiffres, hein, 60 000 à 80 000 livres à l'heure, hein, de résine. Donc, vous le voyez, là, c'est un procédé qui, oui, le réacteur est gros, mais il n'est pas gros pour rien. Vous avez vu les débits qu'on peut avoir. Puis évidemment, ça en fait un des plus performants au monde en termes de production livre à l'heure versus grosseur d'infrastructure et type d'investissement. C'est pas pour rien qu'il a été relativement populaire. Des conduites de 36 pouces, donc vous le voyez, pour acheminer ce réacteur-là, il faisait, je sais pas, je l'ai dans les notes, c'était entre 12 et 15 étages, j'ai bonne mémoire. J'avais monté en haut, hein, d'ailleurs, en haut du réacteur ici, il y avait une mezzanine. C'était très impressionnant, je fais la parenthèse, là, mais quand on est en haut, là, même au vent, là, ça bouge, hein, on bougeait d'à peu près 1 mètre, un peu comme quand un bateau se met à tanguer, là, tu sais. C'était assez impressionnant. Les gars montaient à peu près jamais là, parce qu'il y avait très peu de tournées d'inspection à faire de façon régulière dans cette section-là, sinon à peu près aucune, mais il y avait une vue de Montréal, Montréal, c'est assez spectaculaire. Alors ouais, j'étais là-dessus, donc immense, très très gros, puis ça fait que ça a besoin d'une alimentation en éthylène des mains mortes. Je veux dire, si tu produis 80 000 livres de quelque chose qui est à peu près juste de l'éthylène transformé, tu peux comprendre que tu rentres 80 000 livres à l'heure d'éthylène ou à peu près dans ton réacteur. Puis parce qu'on produit à peu près rien d'autre que ça, puis sans compter le gaspillage. Donc on arrive ici, puis on se retrouve avec une ligne de 36 pouces.
L'autre élément, une plaque de distribution dans le bas. Hein. Pourquoi? Ben parce que ça évite les points chauds, ça distribue les gaz comme on dit. Puis imaginez que l'éthylène elle passe ici. L'éthylène circule dans le réseau et rentre là. Si on avait uniquement le 36 pouces ici qui pousserait, les débits seraient pas homogènes. Donc ça permet une homogénéisation aussi des débits. Puis de garder le lait fluidisé beaucoup plus stable, hein, où il y a pas des poches où il est plus ou moins fluidisé à cause d'un mouvement de gaz plus important dans ces zones-là. Donc, oui, ça c'est en gros le b.a.-ba de la chose. Autrement, si on regarde le détail des matières premières, maintenant, l'éthylène purifié, oui, pourquoi pas. L'hydrogène utilisé comme agent de transfert pour modifier la longueur des chaînes. On peut dire que notre hydrogène, c'est notre agent de transfert pour contrôler la distribution des masses molaires, hein, comme c'est indiqué dans mes notes de cours. Son rôle, c'est quoi? Vous augmentez l'hydrogène, vous augmentez l'indice de fonte. L'indice de fonte, c'est quoi? Vous le connaissez un peu, c'est le temps de passage du produit dans X, Y mécanisme. Et puis évidemment, ça va faire des chaînes plus courtes parce que plus ton indice de fonte est haut, plus tes chaînes sont courtes. Plus tes chaînes sont courtes, plus ton produit est mou, puis plus son indice de fonte, il va fondre plus vite. Sa fonte va être plus rapide parce que ces chaînes sont plus courtes. Hein, on n'aura pas des longues chaînes qui vont couler un peu moins. Évidemment, on va le faire, on le rentre dans l'éthylène parce que c'est quand même des petites quantités. L'oxygène, j'en parle peu, ça modifie l'indice d'écoulement, c'est moins clair que ça l'a déjà été. J'ai fait des recherches dernièrement là-dessus, on dirait que l'oxygène, on s'en sert plus maintenant, c'est peut-être à l'époque qu'on s'en servait, donc je vous le passe. C'est surtout un poison normalement pour la réaction aussi, mais il semble qu'à une certaine époque, à l'époque on a fait nos stages là-bas, l'oxygène permettait à très très petite quantité de modifier l'indice d'écoulement, mais j'arrête l'explication là-dessus, je vous poserai pas de questions parce que je pense qu'aujourd'hui l'oxygène n'est plus ou pas utilisé pour travailler là-dessus. Sinon, on le voit, l'hexène avant tout pour élargir les champs d'application sur le marché. Pourquoi on utilise l'hexène? Évidemment, si j'augmente l'hexène, je baisse la densité du produit. Donc, l'hexène, qui est mon comonomère, me permet d'avoir une densité de produits différente pour différents marchés. Hein. Si je fais des tuyaux à haute pression, j'ai besoin d'une immense densité. Si je fais des petits jouets bon marché pour des enfants ou des contenants qui vont très peu servir, peut-être que, évidemment, je peux me retrouver avec une densité moins grande, mais quand même avoir gardé une certaine masse. Donc, ça peut être intéressant. Puis évidemment, vous comprendrez qu'un petit jouet ou un tuyau a pas besoin de la même densité. Par la suite, parlons du CO utilisé pour arrêter partiellement la réaction ou l'arrêter totalement. Pour bien comprendre ça, on va sortir mon super paint que je viens de faire pour ma présentation. Normalement, je le répète à l'écran, mais j'ai pas encore de petit tableau. Fait que prenez ce que c'est, puis c'est tout. Hein. Je vous ai fait quoi? 2 bonbonnes. Une bonbonne de CO. C'est un mélange de CO puis d'azote en passant. Le CO, c'est un poison pour la réaction. Ça nuit fortement à la réaction au point où une assez bonne quantité, c'est-à-dire ce qui est la quantité qui est contenue dans cette bouteille-là, par exemple, qui est pleine, cette quantité-là de CO pourrait tuer carrément la réaction. Il faudrait purger le réacteur et recommencer un démarrage total. Donc, une certaine quantité de CO mélangée avec de l'azote, hein, dans les deux cas, est contenue dans 2 bouteilles. Les bouteilles, imaginez les grosses bouteilles à gaz qu'on voit conventionnelles dans les usines ou dans les hôpitaux, là, tu sais. Alors, on a ces 2 bonbonnes-là, une qui est au tiers, une qui est pleine. Ces 2 bonbonnes-là, évidemment, ont des sections, des vannes solénoïdes qui peuvent être ouvertes à distance et ou de façon automatisée. Celle qui est au tiers, on l'appelle le micro-kill, donc on va tuer la réaction, mais un peu, micro, un petit peu. Macro, c'est plus gros, on tue carrément la réaction. Ça, c'est pour la bouteille qui est pleine. Comment le système est fait? On pourrait les actionner manuellement, on les actionner à partir de la salle de contrôle, mais on a aussi mis un système de sécurité qu'on appelle le macro-kill pour empêcher ce on parlerait d'un emballement trop important dans la réaction. L'emballement, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que ma température est en pleine montée.
et que ma pression est en pleine descente et que les 7 pointes et les PV creusent des écarts qui ne semblent pas se rejoindre. C'est là qu'on voit un écart se creuser entre le 7 pointes et le PV qu'on peut parler d'un système d'emballement. Même chose pour la pression. J'ai beau ouvrir la vanne d'éthylène, si la pression elle chute, 325, c'est à peu près 325 PSI, le 325, 320, puis elle remonte pas. Là, on est dans un emballement. Ça veut dire qu'on a peut-être mal géré notre réacteur dans les derniers moments. Un des éléments qui pourrait expliquer rapidement un emballement, j'ai un peu trop augmenté l'injection de catalyseur rapidement. Une fois que mon lit fluidisé est gorgé de catalyseur, puis la réaction commence à se faire, puis s'enchaîne, c'est très très dur d'arrêter. Puis ça pourrait faire en sorte qu'on va monter à des températures qui excèdent les températures qu'on veut de sortie des produits parce qu'on veut pas qu'ils s'agglomèrent entre eux, qu'ils deviennent un peu liquides ou qu'ils commencent à s'agglomérer. On veut qu'il reste des poudres, là, puis qu'on fasse pas des gros motons avant la sortie des réacteurs. Puis on pourrait faire carrément un pain fusionné, le polyéthylène à réacteur. Mais pour pas arriver à cette température-là, parce que ce réacteur-là, il est gérant de 90 puis 110 degrés, on va avoir un système de protection pour éviter d'aller au-delà des 110. Je me suis mis à 100 ici, mon exemple, un 7 pointes de 100, un PV à 100. Comment le système est fait? Imaginez, j'ai un 7 pointes de 100, un PV de 100, on m'appelle, on me dit injecte du catalyseur, j'en ai un petit peu trop mis, puis ma réaction s'emballe. Je passe à 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Puis c'est là que s'enclencherait. Quand un delta T de 7 est atteint, donc un différentiel de 7 entre le PV et 7 pointes, il y a un signal qui est envoyé au macro-kill. La bonbonne se vide complètement dans le bas du réacteur unipole, qui finit par un gros champignon, puis le réacteur meurt tout simplement. Mourir, ça veut dire quoi? Moi, je l'ai vécu, j'ai vécu un cycle de shutdown où le réacteur est mort à cause d'un emergency shutdown. C'était pas à cause d'un emballement, mais à cause du mauvais travail d'un opérateur. Puis le plan a été arrêté pendant 17 heures. Donc cette fois-là, arrêter le plan et le redémarrer, c'est 17 heures de travail. Donc vous pouvez imaginer que quand on laisse le macro-kill s'enclencher, on sait qu'on va presque perdre une journée de production puis s'emmerder à être obligé de repartir rapidement aussi l'unité. Alors pour éviter que le macro-kill, qui est automatique, pour éviter justement la problématique des hautes températures des polyéthylènes, on a donné un micro-kill qui peut être actionné par les opérateurs, qui aurait pu être automatisé sur d'autres paramétrages, un delta T plus petit par exemple, là, mais qui dans ce cas-là ne l'était pas de mémoire. Un tiers. Ce tiers-là, c'est quoi? Il va pas tuer la réaction, mais il va lui nuire. Il va la parasiter pendant quelques heures, 2 à 3 heures. Ce 2 à 3 heures-là, il va servir à quoi? Il va servir à sauver en quelque sorte la réaction, Parce que pendant que j'injecte mon micro-kill, je sais que pendant 2 ou 3 heures, mes températures vont arrêter de monter, Mon écart va arrêter de se creuser. En tout cas, on l'espère qu'on injecte le micro-kill. Et le différentiel de 7 sera pas atteint. Si je vois que la tendance arrive, je peux même un peu augmenter mon set point pour empêcher d'enclencher justement le 7 degrés de différence. Si on voit que la courbe, disons, ça s'aplanit en injectant le micro-kill, puis on sent qu'on est capable de retrouver le réacteur, on laissera pas le macro-kill s'embarquer. Qu'est-ce qu'on va faire à long terme? On va tenter d'amener le moins de catalyseurs possible parce que la réaction est directe, là. Plus il y a de catalyseurs, plus il y a de réaction, là. C'est aussi simple que ça. Il y a des centres, là. Il faut un grain de catalyseur pour que le polyéthylène se fasse, Donc, chaque grain de polyéthylène a un catalyseur, une poussière de catalyseur autour de lui. Donc, catalyseur égale production, tout simplement, parce que l'éthylène vient en quantité sans fin ou presque. C'est vraiment la quantité de catalyseur que j'injecte qui la détermine. Tout ça pour dire que je vais ralentir ça, mais ça va être à long terme. Je veux dire, le temps, si je l'ai gorgé de trop de catalyseurs, ça va quand même prendre plusieurs minutes, plusieurs heures avant que j'enlève le surplus de catalyseurs dans le réacteur à force de produire justement de façon outrancière. On va aussi augmenter les systèmes de refroidissement pour ce faire. Donc, peut-être baisser les températures ici, augmenter le passage des produits-là pour refroidir. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Vous voyez ici une petite plage fractionnée, je vous laisse deviner comment les fractionner, ou on en parlera peut-être dans les objets plus mécaniques, si on est plus dans la présentation des matières premières. Donc, finissons là.
L'azote est injecté. C'est un stabilisateur de pression. Vous imaginez que les vannes d'éthylène sont énormes. Stabilisé avec une grosse vanne d'éthylène, ce serait un peu ordinaire. Je vous donne un exemple, on passerait de 325 PSI à 325.1, puis ça irait toujours. Ce serait un peu agressant de pas voir une stabilisation des pressions. Ça sert à ça, entre autres. C'est injecté à plein d'autres endroits, hein, on peut pas laisser rentrer de l'air dans le réacteur. Donc, le réacteur est inerté. Le lait fluidisé est inerté aussi, parce que le lait fluidisé qu'on garde en stock, qu'on va réutiliser à chaque fois qu'on redémarre le réacteur, lui aussi, il reçoit de l'azote. Tout le système de purge des gaz est à l'azote. Donc, il y a beaucoup d'azote dans le réseau. En termes de pourcentage, l'azote est très présent, hein, dans notre réacteur. Le tréthiéthylaluminium, quant à lui, est un produit qui sert à assécher le réacteur. Vous vous rappellerez qu'il y a une plaque de distribution ici. Cette plaque-là a tendance à se boucher, hein, ces nombreux trous, puis il y a de la polymérisation qui se fait de haut en bas du réacteur, hein, à peu près à 50% de niveau, là, en général. Puis cette polymérisation-là vient boucher les pores. À peu près aux 30 jours, dans les notes de course, j'ai bonne mémoire, c'est indiqué 30 à 40 jours. On doit nettoyer les pores. Qui dit nettoyage dit entrée dans le réacteur, donc entrée d'oxygène et assèchement régulier du produit. Donc c'est pas vraiment une matière première proprement dite. Puis sinon, l'hexane, c'est utilisé pour augmenter la capacité de refroidissement par condensation induite, tout simplement. Donc, ça va permettre de quoi? D'accélérer la production, parce que le problème, c'est souvent les réactions sont exothermiques, c'est dur de sortir la chaleur du réacteur. Donc, quand on est à production maximum, qu'on est sur les produits, qu'on entre dans les 80 000 livres à l'heure, on a tendance à injecter l'hexane qui va nous permettre de refroidir un peu plus. La réaction est simple, plus j'injecte d'hexane, plus j'augmente le refroidissement, tout simplement. Surtout utilisé avec certains types de plastique qu'on faisait. Donc, tu sais, c'était pas, on n'injectait pas ça à n'importe quel moment. On savait que ces moments-là allaient être critiques en termes de gestion des températures pour les paramétrages du réacteur. C'est dans ces moments-là qu'on en mettait. Donc, c'était assez contrôlé, même dans certains cas, je pense, très automatisé en soi. Donc, on a fait ici le tour des matières premières. Passons maintenant au côté plus mécanique de la chose pour finir. En termes de mécanique, il y a peu à dire, mais vous l'avez vu, un PC relié directement à la vanne d'éthylène, donc la pression baisse, la vanne d'éthylène ouvre, pas grand chose à dire. Compresseur, à votre avis, centrifuge, alternatif, on pourrait dire, 325 PSI, c'est une haute pression, hein, mais non, c'est un centrifuge dans ce cas-là, parce qu'on cherche surtout des débits, des gros débits d'éthylène. La raison est simple, hein, c'est 1 à 2% la transformation de l'éthylène en polyéthylène, donc 1 à 2% par passage. Donc, il faut avoir une circulation intense, il faut avoir un passage, un temps de contact qui est important, qui permet évidemment une productivité, puisque 1 à 2%, c'est quand même petit, donc on augmente les débits pour tenter de polymériser plus, donc un compresseur qui a des gros débits aussi qui permettent d'obtenir des refroidissements plus importants. Hein, les capacités d'échange thermique ont quand même un lien direct avec les débits entrant et sortant des échangeurs, comme vous le savez. Donc, on se retrouve avec des gros débits qu'on amène ici. Pour la température, on le voit 1 TC sur 1 TC, donc une relation simple qui est maître-esclave. Et on se retrouve ici 1 TC sur, peut-être la petite particularité du réseau, une plage fractionnée. Ici eau de refroidissement, c'est cooling water, en fait c'est les tours d'eau, hein, que vous avez vu dans vos cours précédents. On est ici alimenté en tours d'eau, tout simplement. Puis on voit très bien le cycle. Donc si je fais le cycle de la chaleur, j'ai mon gaz qui passe ici. Mon gaz il va être refroidi. Refroidi par quoi? Refroidi par de l'eau. L'entièreté de l'eau au refoulement de la pompe est amenée là. Et c'est ici qu'on fait une distinction. Et c'est ici que le TC travaille. Le TC va travailler si l'eau est déjà assez froide, on va passer l'eau par la voie de contournement. Mais si l'eau a besoin d'être refroidie, on va fermer la voie de contournement et ouvrir la voie qui permet d'arriver dans les deux échangeurs et de refroidir. Donc, vous pouvez imaginer que si
la température, le PV est plus haut que le set point, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire fermer cette vanne-là et ouvrir cette vanne-là. Maintenant, quel type de plage fractionnée c'est? Ben, je vous laisse y réfléchir. Dans l'option que je viens de vous expliquer, il y a seulement une façon que peut fonctionner cette plage-là. Ça fera une belle question d'examen et sinon une belle question sur Team que je pourrai vous répondre allègrement selon vos besoins. Ciao!